7h44 sur BFM Business. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Emmanuel Faber. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'International Sustainability Standards Board, l'ISSB. On va parler normes ensemble. Vous êtes évidemment l'ancien directeur général de Danone. C'était entre 2014 et 2021. Vous pensez, Emmanuel Faber, qu'avec les normes comptables, on peut changer le monde, que c'est par là que va se faire une sorte de révolution lente? Expliquez-nous pourquoi. Avec plaisir, merci beaucoup de m'accueillir. Pour une raison simple, c'est que l'économie n'a pas d'autre langage que la comptabilité. Donc si on veut que l'économie se transforme, il faut transformer la comptabilité. On peut mettre des normes à l'extérieur, demander aux entreprises de faire des trucs à droite, à gauche, des lois, etc. Mais ça les contraint, mais ça ne transforme pas leur fonctionnement. Donc, ce à quoi on s'est attaqué à l'ISSB, c'est à l'intérieur de la fondation IFRS qui produit les normes comptables de 144 pays dans le monde, c'est de créer un module complémentaire qui va prendre les questions de durabilité, c'est-à-dire au fond l'ensemble des risques, des opportunités, des impacts d'une entreprise dans ses chaînes de valeur, dans l'espace et dans le temps, parce qu'aujourd'hui, la comptabilité, on le voit bien, compte plein de choses, mais pas tout ce qui compte. Et donc, c'est ça, cette transformation, parce qu'une fois qu'on fait ça, ça veut dire que la finance va pouvoir mesurer les risques inhérents qui sont invisibles aujourd'hui dans le système comptable, et donc allouer le capital avec des prix du capital qui sont différents en fonction du niveau de préparation des entreprises. Donc, ça va permettre de faire graduellement, en effet, ça va être lent, mais extrêmement puissant, et c'est le seul moyen de le faire à l'échelle. C'est ce que vous appelez faire entrer les directions financières dans la deuxième cordée. Première question, est-ce qu'on y arrive? Comment on fait? Alors, la première cordée, pour clarifier, c'est celle qui, depuis 3 ans, a posé ces normes internationales de comptabilité visant à intégrer les éléments de durabilité. 36 pays ont décidé de les adopter, qui représentent à peu près 60% du PIB mondial, 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment pays massif. Versus 171 pays, alors, 36 pays par les normes mais IFRS. qui représentent néanmoins quasiment la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Le reste, ce sont des pays de taille moindre sur le plan des impacts financiers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, bien entendu. Il y a déjà des pays comme le Nigeria, le Bangladesh, le Sri Lanka, les Philippines, l'Indonésie, la Bolivie, etc. Mais il y a aussi le Brésil, la Chine, le Japon, l'Angleterre, le Canada, le Mexique et plein d'autres. Et l'Europe, on en parlera sans doute, qui tente de s'arrimer à ce système qui s'est développé parce qu'il est utile. Et du coup, maintenant, ça, c'est la première cordée. La deuxième, c'est que on parle de RSE. Quand on parle de RSE, on parle de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. C'est un truc super important. On en a fait beaucoup chez Danone, qui avait un double projet économique et social. Je vous la refais pas. Mais c'est totalement insuffisant parce que ça ne rentre pas dans le système des décisions stratégiques de l'entreprise. Ce qu'il faut absolument, c'est que maintenant, ces éléments-là, quand ils sont des éléments matériels au sens important et stratégique pour l'entreprise, rentrent dans les systèmes de management de risque, dans les systèmes de planification stratégique, dans les budgets, dans les réestimations, dans les comités d'audit et ultimement dans le reporting aux entreprises, aux investisseurs, aux banques, aux assureurs. Et ça, c'est la deuxième cordée. C'est celle qui part des Chief Sustainability Officers, donc les personnes responsables des éléments de la durabilité qui sont très souvent, malheureusement, très déconnectés des décisions opérationnelles de l'entreprise. Et de l'autre côté, les comptables qui sauveront le monde, mais avant même de sauver le monde, ils vont sauver leur entreprise parce que quand on voit les images de Marseille sur ces écrans ou quand la BCE dit des événements comme la canicule cette année, la Banque Centrale Européenne dit ça pourrait coûter 15% de la production européenne à terme, ce genre d'événement, ben oui, il y a un sujet de durabilité. Sauf qu'aujourd'hui, politiquement, la question de la norme, c'est devenu quelque chose contre lequel il faut se battre. C'est quelque chose qui enferme. On se bat contre trop de normes extra-financières. On explique régulièrement, peut-être à juste titre ici, que trop de normes enferment les entreprises, qu'on a juste créé du reporting extra-financier, des cabinets de conseil et que finalement, même l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique ou de vivre mieux n'est pas atteint. Absolument. En fait, je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a premièrement le fait que dans le mot de norme en français, le mot de norme il veut dire 2 choses. Il veut dire normer au sens de borner, limiter, mettre des contraintes, etc. Et la norme par ailleurs, c'est un langage. Moi, je ne suis pas sur la première partie, je suis sur le langage. Je vais vous le dire vraiment différemment. Les normes de l'ISSB
elles sont en train d'ouvrir la comptabilité. Elles créent des espaces de liberté d'expression sur des risques qui sont invisibles aujourd'hui et dont la plupart des opérationnels. Vous demandez aux acheteurs dans les entreprises, vous demandez aux personnes qui s'occupent des risques ou des assurances dans les entreprises, ils le savent très bien. Donc on est en train au contraire d'élargir la possibilité de la comptabilité, d'exprimer des éléments stratégiques qu'elle est incapable de faire aujourd'hui dans le carcan de la reconnaissance des normes, enfin des règles de reconnaissance comptable. Le deuxième sujet, c'est qu'en Europe, on est parti très vite avec le Green Deal que j'ai soutenu personnellement, institutionnellement en 2018-2019. Lorsqu'il a été posé, je suis allé voir avec d'autres le vice-président Frans Timmermans et j'ai dit attention, si vous voulez qu'une entreprise comme Danone, 50 milliards de capitalisation boursière, ait la même norme qu'une entreprise de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque c'est le seuil au-delà desquels c'est une grande entreprise en Europe, c'est du suicide politique. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On a péché par excès de zèle. On a péché par excès de zèle, par complexité, en empilant en fait des normes de niveau variés, en commençant d'ailleurs par le haut avec les normes de taxonomie financière, en demandant aux investisseurs de trier, de colorer les investissements, alors qu'il n'y avait pas en dessous les normes de reporting des entreprises qui permettaient de le faire. Donc on a eu raison de revenir sur la CSRD. C'est absolument fondamental. Il faut absolument la simplifier. Le vrai risque aujourd'hui, c'est que parce que il y a la guerre en Ukraine, de l'inflation, le prix de l'énergie, la remilitarisation du continent et tout le reste, qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Et c'est dramatique parce que le complexe militaro-industriel ne se construira pas sans, par exemple, le Rhin. Le Rhin, je ne suis pas très loin du Rhin, à Francfort, c'est au siège de l'ISSB qui est en Europe. Tous les ans, l'eau baisse à tel point qu'il faut arrêter la navigation fluviale. C'est d'ailleurs ce que la BCE a repris dans son communiqué sur les 15% de production. Donc, mon sujet n'est pas du tout un sujet de nouveau de responsabilité sociale des entreprises. C'est vraiment un sujet de transformation en profondeur de ce qu'on regarde avec la compta. Pendant que l'ISSB avance, l'Europe elle tergiverse, on l'a dit, avec ce moratoire sur la CSRD. Est-ce que cette dualité entre les normes, en même temps quelque part, entre vous, d'un côté l'ISSB et de l'autre les normes européennes sur la CSRD, le SRS, est-ce qu'il n'y a pas un risque de fragmentation finalement dans ce langage commun oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle l'ISSB a été créé à la COP26 à Glasgow en 2021 par une ribambelle d'organisations internationales, le CDE, les Nations Unies, la Banque mondiale, le G7. Un vrai travail multilatéral. Oui. Un travail multilatéral pour éviter cette fragmentation, parce que les reporting ESG ou RSE existent depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a 500 indicateurs possibles, on en a utilisé plein quand moi j'étais à la direction de Danone aussi, et ça permettait aussi aux entreprises d'essayer d'exprimer des choses importantes, mais c'était pas audité, c'était pas de la norme comptable, c'était pas chiffrable, et du coup les entreprises pouvaient aussi changer. Il y avait un indicateur qui les arrangeait un jour, puis elles changeaient de stratégie, celui-ci était finalement plus pertinent le lendemain. Donc les investisseurs ne prenaient jamais de décision, c'était déjà des charges dans les entreprises, et le résultat c'est qu'il a été décidé, je pense, c'était une excellente idée de se dire on va unifier tout ça, en faire un langage qui se plug sur la comptabilité et donc qui pourra transformer la visibilité de ces risques dans les décisions des investisseurs et des banques en priceant ça. Mais du coup, c'est appelé aussi à remplacer ces 500 indicateurs dans le monde. Donc est-ce que ça va converger ou est-ce que ça va remplacer ? Je pense que ce risque... Non, ça va faire deux choses. Ça va, éviter la fragmentation réglementaire, parce que jusqu'à présent, tous ces indicateurs étaient des indicateurs volontaires. Le jour où l'Europe décide de faire ses normes, le Japon décide de faire les siennes, les États-Unis les leurs, etc., vous avez 135 normes qui ne sont pas les mêmes. C'est juste la tour de Babel et c'est la fin des haricots. Parce que pour une entreprise multinationale, ça veut dire que vous allez devoir reporter sur 20 différents langages obligatoires qui ne se parlent pas. Mais est-ce qu'on arrive à vraiment avoir un langage international ou est-ce qu'à la fin, finalement, c'est les normes américaines pour tout le monde ? Ah non, les normes américaines, c'est à peu près les seules qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, dans les 36 pays, je ne vous ai pas cité les États-Unis. La Chine prend la totalité de ces normes. Il faut être juste lucide sur le fait que ce qu'on construit à l'échelle des entités microéconomiques est répliqué en ce moment à l'échelle souveraine. L'institution qui produit les normes comptables des États internationales, qui ne les appliquent d'ailleurs pas tous, il y a à peu près 35% des gouvernements dans le monde qui utilisent ces normes internationales de comptabilité pour les États, pour leur dette souveraine par exemple, ont décidé, 6 mois après la définition de nos normes, de les prendre intégralement pour les États souverains. Ça veut dire que la dette souveraine demain, elle va s'exprimer de la même façon. Pourquoi je vous dis ça ?
Parce que quand on discute avec le président de la République nigérian ou le président kényan, quand ils adoptent nos normes, c'est pas pour faire plaisir à la société civile qui aimerait comprendre l'impact des multinationales sur son environnement. C'est un sujet très important, mais c'est pas du tout celui-là qu'ils cherchent à traiter. C'est un sujet de commerce international, de compétitivité de son pays, parce qu'en donnant de la transparence, il en a besoin pour attirer des capitaux. Il nous reste 1 minute. Juste une question sur les données ESG. Quand on regarde au niveau mondial, il y a seulement 9% des entreprises qui évaluent leur impact environnemental. Il y a un taux d'erreur qui est énorme. Là aussi, il faut réussir à avoir un langage mondial clair que tout le monde respecte. Absolument, et il existe. Je le redis, aujourd'hui, ce langage, il s'appelle la norme IFRS S2, Sustainability 2, c'est le climat. Elle a été homologuée par les autorités mondiales de marché financier, donc l'AMF en France, la SEC aux États-Unis, en consensus dans l'organisation qui les rassemble, qui s'appelle l'IOSCO, en consensus en juillet 2023. Donc ces normes, elles existent, elles sont appliquées aujourd'hui dans plus de la moitié, elles sont en train de se mettre en place dans plus de la moitié de l'économie mondiale, et donc ce langage existe. Mais, comme le disait Ravel, il faut la deuxième cordée, c'est-à-dire qu'il faut que maintenant les comptables, les financiers s'emparent de ce truc-là pour en faire des vrais outils stratégiques. Et ça, je dirais, la croissance horizontale de ces normes, quand on couvre 90% déjà de la capitalisation hors États-Unis, il reste le sujet des États-Unis, il faudra plusieurs années pour le traiter, c'est sûr, mais les besoins là-bas sont les mêmes qu'ailleurs, le climat fait les mêmes ravages, les risques sont les mêmes, les assureurs se retirent des marchés de Floride, de Californie, donc ce besoin existe, mais maintenant ce qu'il faut, c'est en Europe comme ailleurs, de la croissance verticale, c'est-à-dire descendre entreprise par entreprise dans ces modèles, et ça va prendre évidemment plusieurs années d'apprentissage. Cette interview va faire plaisir à tous les comptables qui nous écoutent, qui bien. désormais détiennent le pouvoir. Merci beaucoup Emmanuel Faber d'être venu ce matin avec plaisir. Dans Good Morning Business.